Pistonnés, on a 4 ans d'existence et on est toujours le talk numéro 1 sur les sports mécaniques, surtout sur la Formule 1. On va pas se le cacher, les amis. On est surtout ravis de vous retrouver ce mercredi pour parler d'avenir, pour parler notamment aussi également d'une catégorie qui est un petit peu plus passionnante que la Formule 1 cette saison. C'est la Formule 2 et ça tombe bien parce que nos Français en plus performent. Nouveau plateau, nouveau schéma tactique sur ce plateau par rapport à ce que vous avez pu connaître notamment lundi. Hamza Rahmani, Brice Germain, le duo iconique de cette émission. Salut les gars, ça va ? Ça va très bien. On va parler d'un sujet qui nous passionne et qui me semble bien plus intéressant que cette saison de F1. Exactement. Oui, il n'y a que 3 points d'écart au championnat. Et pourtant, il y a des sprints, il y a des courses sprint tous les week-ends. Ouais, oula. Écoute, Avec grille il y a moins inversée. de courses au total. Il y a moins de grands prix. Avec grille inversée, n'oublie pas. Avec grille inversée en plus, t'as bien raison. Et puis en invité, les gars, parce que le grand sujet, le grand fil rouge de ce débat aujourd'hui, c'est la Formule 2. Il nous fallait un spécialiste. Il s'appelle Bastien. C'est lui qui tient et qui a monté l'excellent compte Twitter ActuF2. Salut mon Bastien, comment vas-tu ? Salut Manu, ça va ? Merci pour l'invitation, c'est cool. La première fois qu'on s'est vu, c'était Grand Prix de France 2021, je crois. C'est ça, j'ai fraudé pour entrer en tribune pour vous voir. Je suis passé en douce pour vous voir. Ah, c'est donc ça les dettes du Grand Prix de France. Voilà, c'est ça. J'ai payé mon billet quand même. Calmons-nous quand même. Soyons sympas avec notre Grand Prix national, les gars. Et Il va peut-être revenir. Si on parle aux politiques, si on parle à Manu. Exactement. L'autre Manu, hein. Moi j'ai rien à voir là-dedans. On fait référence évidemment à l'ITV de Stefano Domenicali dans l'équipe, je crois que c'était samedi, avec des questions très offensives et pertinentes de Frédéric Ferré. Tout à fait. Toujours aussi bon l'ami Fred. Là encore une fois, le sujet Grand Prix de France, il faudra qu'on le mette sur la table en effet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament notamment en coulisses. Bastien, la première question qu'on a envie de te poser, après on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a un programme exceptionnel. Comment t'es venue l'idée de monter ton compte Twitter ActuF2 et pourquoi toi t'es plus passionné par la F2 que la Formule 1 ? J'ai toujours suivi la Formule 2 et la GP2 depuis longtemps parce que j'ai suivi Hamilton en 2006 en GP2. Après, j'ai plus passionné par la Formule 2. En fait, j'ai eu un déclic un jour. C'était en avril 2019, du coup, quand le Grand Prix de France faisait la promotion de son Grand Prix à Disneyland. C'était Antoine Hubert qui pilotait la Renault, Lotus peut-être, pour la première fois. Et en fait, j'ai vu plein de gens dire « Ah, mais c'est qui lui ?» Et en fait, j'étais un peu vexé et dire « Mais c'est Antoine Hubert, il avait fait un Grand Prix, champion F3. » Et voilà, donc après ce qui s'est passé, j'ai dit plutôt de parler de Formule 1, parlons de Formule 2 et montrons qui ils sont, parce qu'en fait, Antoine, pour beaucoup, a été connu à cause de ce qui s'est passé, malheureusement pour certains. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'on mette un peu en lumière la Formule 2 et les pilotes, parce que c'est l'avenir de la Formule 1. Et demain, les pilotes de Formule 1 passeront forcément par la Formule 2, c'est obligé maintenant. Donc, il faut mettre en image cette belle discipline. ActuF2, allez vous abonner, bien sûr, les amis, à cet excellent compte. Et d'ailleurs, beaucoup sont surpris parce que tu as de très très bonnes infos que certains insiders n'ont pas. Le roadshow à Disney. Qui était, toi d'ailleurs ? J'y étais. C'était entre le tournage du pilote et de la première émission des Pistos. T'as raison. Donc, comme quoi, on a le même âge avec Bastien. Oui, c'est vrai, exactement. Les idées ont fleuri, bien évidemment. Le programme de ce grand débat, les gars, on va se focus sur la F2 pour une simple et bonne raison, c'est qu'on va sortir un énorme doc dans les semaines qui viennent sur la chaîne Winamax TV, un doc en immersion. On a passé 2 jours avec Théo Pourchard, avec Victor Martins, avec Isaac Adjar dans le cadre du stage FFSA qui se tenait à Alès sur la piste de rallye de Stéphane Sarrazin, qui a couru en endurance, en WRC et qui compte aussi également un Grand Prix en Formule 1, c'était en 99. On va se poser la question, est-ce qu'on peut avoir 5 Français en Formule 1 ? Alors j'ai mis dès 2024 parce on aime bien les titres un peu putassiers, vous donnez envie de cliquer, mais ça peut être surtout à court et à moyen terme. On fera le point sur les 3 situations, Théo Pourchère, Victor Martins, Isaac Adjar, et on parlera aussi également dans quelques instants bien sûr de Clément Novalak. On aura les 3 aussi en interview. Ce sera des extraits qu'on va vous balancer, des extraits qui seront à retrouver dans ce grand doc. Normalement, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous aurez tout ça, un format long, le premier doc des pistonnés. Non, je voulais faire une vanne, mais en fait, non. Toi, tu sais te retenir, t'as vu ? C'est dommage, elle restera. Non, mais je dis, en fait, t'as mis 4 Français, en fait, il en manque un. Il y a un 5e. Roy. Ah oui, c'est il a la double nationalité. Oui, ça c'est vrai que t'as raison. Ouais. T'as raison. On l'a appris à l'Est qu'on l'a appris d'ailleurs. Ouais, exactement. On va tout vous expliquer dans ce débat. Vous parlez aussi également des infos un peu coulisses qu'on a pu avoir. Vous parlez aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les rivalités entre les uns et les autres. On va pouvoir répondre à tout ça. Donc ce que je vous propose, les amis, perdons pas de temps. Lançons tout de suite ce grand débat. Il
sont 4 Français en Formule 2, aux portes en tout cas de la Formule 1. Et en plus de ça, ils performent. Ils s'appellent Clément Novalak, Théo Pourchaire, Isaac Adjar, Victor Martins. On va faire un focus tout à fait spécial sur les 4 situations dans cette émission. Je l'ai dit, accompagné et illustré notamment par de très jolies interviews. Il y en a un qu'on n'a pas pu croiser lors de ce stage. J'ai fait ça du côté de Alès. C'est Clément Novalak. Clément Novalak que tu connais très bien, mon cher Bastien. Est-ce qu'on pourrait commencer justement par évoquer la situation de Clément Novalak, expliquer aussi qui est Clément Novalak, qui avait appris la nationalité sportive française, je crois, depuis très très peu de temps. Ouais, c'est sa 3e saison qu'il est sous nationalité française. Avant, il était sous licence britannique. Sa première saison, enfin sa 2e saison en F3, enfin la première en France, il fait 3e en F3 avec Trident, donc qui est une très bonne équipe en Formule 3, donc après le step en Formule 2. Il se retrouve chez MP Motorsport avec une écurie un peu surcheatée parce qu'ils ont bien travaillé et bien recruté. Et notamment avec un Felipe Drugovich qui était immense sur cette saison. Malheureusement, il n'a pas été mis trop en lumière alors qu'il a fait quand même un sacré travail derrière. Les résultats qu'il a eus ne sont pas escomptés par rapport à ce qu'il a eu en F3. La victoire, elle a un peu du mal à venir chez lui, malgré qu'il fait une pole sur une course sprint inversée à Zandvoort. Mais cette année, chez Trident, retour aux sources, entre guillemets. Saison très compliquée, une voiture qui n'est pas du tout au point, qui se bat avec PHM pour la dernière place au championnat. Donc, malheureusement, sur une saison avec des voitures en monotype, c'est très compliqué de se démarquer quand la voiture n'est pas au top. Qu'est-ce qu'il peut espérer, attendre, Clément Novalak? Est-ce qu'il peut redoubler en Formule 2? Est-ce que son avenir peut s'inscrire, on va dire, ailleurs, pourquoi pas en endurance ou dans d'autres disciplines? Ouais, pourquoi pas l'endurance? C'est vrai que Clément, en fait, c'est un pilote très constant. On l'a vu l'an passé sur les courses principales notamment. C'est genre un pilote qui est dans le top 6 en termes de rythme de course. Donc, c'est quelqu'un qui est très constant sur une course. Je pense que l'endurance peut lui aller, ou peut-être, pourquoi pas, comme j'ai dit, aller être en pilote de développement chez McLaren, par exemple. C'est un exemple, c'est aucune info. Mais tu es sorti Piastri chez McLaren en premier l'année dernière. Oui, c'est vrai, c'est une vraie info, c'est pas de l'intuition. Mais pourquoi pas développer du simulateur, parce que Clément est un pilote très constant et très bon en course, moins bon en qualif, mais pourquoi pas l'endurance ou le de développement chez McLaren. Est-ce que le souci principal qu'il a aujourd'hui, ce serait pas le fait de ne pas avoir d'académie? Parce que tu vois Théo qui est soutenu par Sauber, tu vois Isaac par Red Bull, Victor par Alpine, et en fait ils ont déjà des journées comme ça, en fait, des journées où ils sont dans le cœur de la catégorie du dessus, où il y a des accords avec des écuries de F2, où ils sont dans le game entre guillemets F1, F2, alors que Clément, on a le sentiment, quand tu regardes un peu les choses de façon plus isolée de notre côté, qu'il est derrière tout ça, qu'il fait moins partie de ce monde que le premier que je viens de citer. Est-ce que toi, tu as ce sentiment aussi en le connaissant davantage? Lui, c'était pas un inconvénient de ne pas avoir d'académie, parce que pour lui, il avait le choix d'aller un peu partout et faire ce qu'il veut, entre guillemets. Ouais. Malheureusement, le bagage technique qu'apporte une écurie de Formule 1, il l'a pas. On voit notamment, par exemple, Fred Vesti, je crois que l'an passé, Mercedes lui donnait pas d'argent, mais il avait un ingénieur avec lui, il avait Stéphane Guérin qui était avec lui notamment, et il avait un apport technique qui était important, donc on ne peut pas se retrouver sur une course sans avoir un apport technique comme un ingénieur de Formule 1. Donc c'est un inconvénient pour lui. Après, il ne faut pas oublier qu'il est soutenu par A14 Management, la société de Fernando Alonso, donc peut-être que Fernand l'aide un petit peu côté-là. Si tu peux bien parler dans le micro, mon cher Bastien, c'est pour le podcast, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Les gars, je vous propose qu'on a parlé de Clément Novalak, c'était important, on l'a rencontré notamment au Castellet, on l'invite toujours, il est le bienvenu sur ce plateau, on aime faire découvrir les jeunes pousses, ça fait partie de l'ADN aussi également des pistonnés, et il est bien évidemment le bienvenu. Ouvrons la grande thématique et ouvrons surtout le premier dossier. Théo Pourchaire, on a titré l'année ou jamais pour Théo Pourchaire, quand on est à sa 3e saison en F2. Il est actuellement justement le leader du championnat après 5 courses. Il y a eu cette victoire à Bahreïn, les podiums aussi également à Melbourne et à Bakou. Il est leader malgré un 0 pointé quand même en Arabie Saoudite, ce qui est quand même important parce que c'est vrai que en F2 on a 2 courses, les sprints le samedi bien sûr et la feature race, la course longue le dimanche. Et on rappelle aussi également que Théo, là où il peut trouver un point d'amélioration, c'est qu'il a passé notamment 3 courses sans mettre de points en sprint. C'est quand même pas mal sur 5 courses au total disputées. Et puis l'avenir aussi également de Théo Pourchaire, le titre ou rien. Je le disais, 3e saison en F2. Qui seront ses adversaires justement dans cette lutte au titre? On en parlera avec toi, Bastien. Il est actuellement 3e pilote chez Alfa Romeo.
On dit que des essais libres seront prévus pour lui, bien sûr, dans le cours de la saison. Et puis la question aussi également de son avenir au sein du Giron Sauber, parce qu'il va y avoir une transition à la fin de l'année, la transition entre Alfa Romeo et Audi. Est-ce qu'il garde du coup ses chances de pouvoir figurer dans ce nouveau projet? Des questions qu'on a pu lui poser justement lors du rassemblement de l'équipe de France FFSA. C'était du côté de Alès. Morceau choisi d'une interview longue qui sera retrouvée bien sûr en podcast, mais surtout dans l'énorme doc diffusé sur Winamax TV d'ici quelques semaines. Cette année, est-ce que tu as une pression, si on revient sur ta saison en F2, est-ce que tu as une pression supplémentaire par rapport aux 2 précédentes? Pas vraiment, parce que j'ai pu me mettre un peu de pression l'an dernier. Malheureusement, ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà, les attentes sont quand même élevées de mon côté, parce que j'ai fait quand même de très belles choses les années précédentes. Je reste très jeune, j'ai quand même beaucoup de choses à apprendre encore. Mais bon, bien sûr, je vais donner le meilleur de moi-même. Je sais de quoi je suis capable. J'ai une grande écurie qui m'aide, une écurie de F1 qui me pousse aussi. J'ai de quoi faire. Donc, je reste concentré sur mon job et on verra ce que je peux faire cette année. Question bête, mais l'objectif, c'est quoi cette année? L'objectif, c'est franchement d'avoir une année clean. C'est bien parti. J'ai eu 3 belles premières courses, un peu voilà, des petites erreurs à Jeddah, mais voilà, je continue d'apprendre et à faire de bons résultats. Donc, je vais tout donner et ouais, donner le meilleur de moi-même. Franchement, de pas avoir de regrets. C'est le moment de tout donner et de pas avoir de regrets. On sait que tu as travaillé avec un psychologue, je crois, pendant l'intersaison. Pourquoi tu avais ce besoin-là et qu'est-ce que ça t'a apporté surtout? Ouais, c'est important de travailler sur l'aspect mental parce que au final, niveau pilotage, je sais que je suis capable de grandes choses. Après, il faut savoir le faire au bon moment, sans avoir de stress, sans faire d'erreurs. Et ouais, délivrer sous pression, c'est pas simple. Donc, j'ai travaillé sur ça. Je travaille avec mon équipe aussi pour avoir le meilleur setup possible pour une qualification, pour une course, savoir leur demander les bonnes choses au bon moment. Et je pense qu'on s'est bien amélioré sur ça. Donc, il reste 11 week-ends de course. On va tout donner pour apporter quelque chose de grand. La question à $1 million, quand est-ce qu'on te voit en Formule 1? Ça, c'est la question à laquelle j'aimerais répondre. Tellement, ça c'est bien sûr, j'espère le plus tôt possible. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que je me sens de plus en plus prêt. J'ai pu parfois dans le passé dire que je méritais ma place en F1 un peu tôt. Je m'en rends compte maintenant. Je commence à prendre en maturité, je commence à maîtriser plus mon sujet en Formule 2. Ce qui veut dire que je me rapproche plus de la F1 et que potentiellement je mérite une place si je fais du bon job cette année. Le discours a un petit peu changé dans les ambitions de Théo Pourchaire, la maturité aussi, l'année peut-être de la maturité, lui qui est le grand favori de cette saison 2023. C'est quoi votre regard, les gars, sur le début de saison? Et Théo, c'est un garçon qu'on suit depuis de nombreuses années. Il était venu la première fois en plateau sur les pistonnets, il avait 15 ans. Comment vous marquez l'évolution de Théo Pourchaire? Il n'a pas du tout la même attitude, le même body language et la même résilience qu'il pouvait avoir avant, Théo. Là, il est dans une saison qui est, entre guillemets, bonus de F2, parce que ses déclarations étaient un peu maladroites l'année dernière par rapport au fait de dire qu'il ne ferait pas une troisième saison de F2, qu'il n'irait pas en FE, même si c'est certainement sa volonté de ne pas aller en FE et d'aller en Formule 1, que ce soit directement la catégorie Rennes. Là, cette année, il a compris que concrètement, il fallait mettre les points tout le long de la saison. L'année dernière, le calendrier, Bastien en parlera mieux que moi, mais était très concentré sur des meetings. On avait 3 courses par week-end. Si tu foirais le vendredi, concrètement, tout ton week-end était complexe. Et derrière, tu perdais énormément de points. Cette année, il y a plus de meetings. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans Il y a 2 ans. C'est la première année de Théo. Ouais. Ah ouais, je me suis gouré, excusez-moi. Mais j'avais le sentiment que l'année dernière, il y a moins de courses que cette année. Il y a plus de meetings cette année, non? Il y en a 14, non? Pareil, 14 pareil. Ouais. Eh ben écoute. Sur la première partie de saison regroupée. Tu vois, j'ai cru que c'était la même chose. Et l'été. Mais tout ça pour dire que Théo, cette année, va devoir être plus régulier que ce qu'il a été les années précédentes. La première saison, effectivement, il y a le bras cassé. Du côté de Bakou. L'année dernière, je pense qu'il se fait aussi surprendre par un Drugovic qui est arrivé un peu de nulle part en fait. Les concurrents, c'était censé être Boschung et Daruvala à ce moment-là. Ça l'a pas été du tout. Et qu'il s'est toujours dit qu'il pourrait revenir. Sauf qu'en fait, en F2, de par les grilles inversées et les courses principales qui sont avec ces catégories monotypes un peu toujours différentes, il y a du grabuge, il y a à certains moments des impossibilités de
de faire ce qui était prévu à la base, des erreurs stratégiques qui font que en fait, t'as beau être peut-être l'un des favoris, en fait, si ton package ne marche pas dès le vendredi, tu peux perdre de sacrés gros points. Et Théo, on a vu un réveil du côté de la France et ça s'est avéré être un peu tard pour revenir sur Drogovic. Cette année, il a compris qu'il valait mieux faire 3e, 2e, 4e tout le temps, plutôt que faire des meetings exceptionnels une fois et au final prendre 30 points de retard sur le leader du championnat. Pour le moment, il est leader. Il va falloir le tenir parce qu'effectivement, la saison est longue. Il y a combien on a dit 14 meetings 14 meetings, ouais. Voilà, donc c'est d'un bon début, mais il va falloir le tenir et pas avoir des creux comme il y a eu en première, en deuxième saison. L'aspect mental, les gars. Ouais, L'aspect mental, on en a beaucoup parlé avec lui justement quand on était là-bas. C'est ce qui m'intéresse le plus, cette évolution. Alors déjà, à 18-19 ans, comprendre que l'on a peut-être en tant que sportif de haut niveau besoin d'un psychologue, c'est une démarche que beaucoup refusent encore aujourd'hui. Vrai, ouais. Et lui, en fait, il essaie de se mettre toutes les chances de son côté justement pour maximiser, en fait, pour n'être concentré que sur la performance le samedi, la performance le dimanche et la performance du coup le vendredi. Mais je trouve ça intéressant, l'évolution de son discours. Moi, je me souviens, c'était l'année dernière où il est venu sur notre plateau. Oui. On lui pose cette fameuse question, combien de C'est à 2 chances ans, pardon. Là, pareil. Tu vois. C'est à 2 ans. On a l'impression C'est pas l'année dernière. L'année dernière, c'est La quand on a- fameuse on l'a- question, quand on lui pose la question, t'as combien de chances d'arriver en Ouais, F1 la ouais, saison c'était il y a prochaine 2 ans. c'est première saison complète en F2. Ouais. Ok, et il répond 50%, et c'est vrai qu'on était assez surpris. C'était avant l'arrivée de Joe, donc c'est pas l'année dernière. C'est vrai. Et on se retrouve dans cette situation, en fait, où tu sens un changement dans le discours qui puisse être, lui, ambitieux. C'est normal, mais c'est vrai que annoncer publiquement ses envies, ses refus, comme tu le disais tout à l'heure, ça peut parfois être mal perçu. Et il est surtout là le changement principal, en tout cas que moi j'ai pu constater sur ces 2 jours. Et puis après, côté pilotage, la vitesse, il l'a toujours eu. La performance, quand il n'a pas des problèmes de fiabilité comme l'année dernière et d'autres problèmes tels que son bras cassé il y a 2 ans, effectivement, c'est un pilote qui performe. Alors il y a cette grosse erreur en Arabie Saoudite, il en a pleinement conscience. Mais pour le reste, son début de saison, il est satisfaisant. Maintenant, il va, et c'est un peu ce que nous disait Frédéric Vasseur l'année dernière lorsque l'on a fait en ITV au Ricard, c'est que non seulement il doit être champion cette année, Oui. sa 3e année, mais il faut aussi que l'impression soit une impression de domination. Et on peut se mettre la C'est pas encore le cas. Lui s'est mis aussi certainement la pression l'année dernière. Il l'a sur- dit, hein. sur cet Oui, aspect. complètement. Il nous l'avait dit au Castellet notamment. Ouais. Et Mis du trop de coup, pression. et du coup, alors lui, il faut qu'il soit détaché par rapport à ça, mais c'est vrai que aussi le grand public se dit, on parle du plus jeune pilote vainqueur de l'histoire de la F2, C'est vrai. et si tu veux aller chercher la F1, ça doit commencer par là. Donc c'est une saison extrêmement importante pour son avenir, évidemment, mais j'ai quand même et c'était vraiment le point principal que j'ai souligné, moi, son changement de discours. Exactement. Bastien, titre obligatoire, on est d'accord cette année pour pouvoir espérer mieux pour Théo Pourchaire. Qui seront d'ailleurs pour toi les adversaires, les garçons à surveiller pour Théo Pourchaire dans cette lutte au titre? Petit aparté, le premier adversaire qu'il a, c'est lui-même. Ouais. Clairement, c'est lui-même parce qu'il a je pense, la meilleure voiture, la meilleure équipe. Le talent, il l'a. Donc déjà, c'est lui son premier ennemi. Déjà, il fait un sacré progrès, comme l'a dit Hamza. Après, c'est vrai qu'il y a Iwasa qui est performant. Là, il a eu un petit creux, notamment lors du dernier meeting. Après, tu as aussi Oliver Berman, qui est vraiment un crack et qui a vraiment step up cet hiver, pardon. Et malchanceux aussi Berman. Mais ouais, je pense que ça va jouer entre Iwasa, Berman, s'il continue à performer, et puis surtout Théo Pourchaire lui-même. Je crains Vesti, moi. Je crains Vesti. Management Mercedes en F2, à savoir du coup ce côté. Chez Prema en plus. Ouais, Vesti, Prema hein. qui revient fort, optimisation toujours. Quand tu vois le Vesti qu'on a eu en début de saison l'année dernière, en 2022, qui était loin de Théo, et la fin de saison qu'il fait en F2, où il met plus de points que Théo, il me semble, hein, sur les derniers meetings Vesti. Là, le début de saison qu'il fait, c'est lui qui a fait le meeting le plus prolifique. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est Berman. pas Jeddah. Berman, il fait. Ah oui, il fait 38, pardon, excuse-moi. Vesti fait 28 à Jeddah. J'avais pas calculé la sprint. Mais quand tu vois que Vesti, là, il enchaîne, il est sur 6 courses consécutives, sprint et principale, dans les points. Moi, je me méfie aussi du Danois. Il y a une question qu'on s'est posée. Tout au long de. Juste un petit mot. Vas-y. Tu as posé la question, quel est l'adversaire principal pour Théo? Il faut aussi comprendre, et on l'a vu ces dernières années, que titre de champion F2 ne garantit pas la F1 Tout et à que fait. non-titre champion F2 peut aussi t'emmener en F1. C'est vrai. Ça veut dire que nous,
on a envie qu'il soit champion sur cette 3e année parce qu'il y a cette attente et on se dit ça va maximiser forcément ses chances d'arriver tout de suite en F1 après une 3e année en F2. Mais il faut aussi comprendre que ça peut aussi dépendre des performances de Bottas et de Guanyu Zhou. Pour le moment, ça va. Pour Théo Pourchaire. Je sais avec Ah les blagues, oui, bien sûr. dans ce sens, ok. Mais voilà, Bah, il y en a tu sais pas ce que qu'un ça peut qui donner. est Ça veut dire qu'à complètement. la fin de la saison, tu peux très bien avoir une configuration où Iwasa champion et Pourchaire arrive 3e au classement pilote et qui est quand même promu en Formule 1. Ça, on sait pas. Sachant que la fin de contrat de Guanyu Zhou, c'est cette saison. Ouais, complètement. Et sachant que le fait qu'il soit installé en Suisse près de Dinwil et que, enfin, je crois qu'il a Oui, Zurich, c'est ça. Ouais, tout à fait. Pourchaire. Il travaille au quotidien, on l'a encore vu la nuit de vendredi à samedi, ouais. faire les tests au Simu. On sait qu'il va faire en seconde partie de saison des essais libres, comme l'année dernière. Ce ne sera pas au Qatar parce qu'il y a une course sprint, ce ne sera pas au Brésil, ce ne sera pas à Austin. Je crois que Bastien a une petite idée. Donc, il Ouais, reste... c'est Moi, je dis si je devais parier, alors j'ai aucune info, hein, je l'ai promis, j'aurais dit que Canada et peut-être Austin, parce qu'après, tu as des courses sprint et puis tous les Mais Austin, il y a une course sprint à Austin. Il y a une course sprint à Austin cette année, au Qatar et au Brésil sur la seconde partie de D'accord. saison. Donc moi, je D'accord, partirais ouais, peut-être sur c'est le vrai. Mexique, sur... Ouais, Enfin, Mexique, mais pas où il y a la Formule 2. Oui, forcément, mais sur la seconde partie de saison, de toute façon, il n'y a pas de Formule 2 à part Oui. Yas Marina et à partir de Monza, en fait, Ouais. jusqu'à Abu Dhabi. Ouais, il y a aucun même trop, meeting. Singapour, Japon, c'est compliqué quand même. Exactement. En FP1, Ouais. donc, Je pense effectivement peut-être Mexico. Enfin bref, c'est pas très important, mais en tout cas, il en aura. Est-ce qu'on sait s'il fera les deux? oui. Oui, il n'y a pas de Parce qu'il est- quatrième dans l'académie. Hein. Non, Ouais, ok, il va jeune. faire les deux. L'une des questions qu'on se pose, et tu as commencé à y répondre, Hamza, avant d'aller à ce stage à Alès et de pouvoir échanger avec les différents acteurs, on se posait la question de savoir si la transition, justement, Alfa Romeo, Audi, allait faire pâtir justement Théo Pourchaire dans son plan de carrière. On a pu échanger là-dessus avec l'entourage aussi également de Théo Pourchaire, et tu l'as très bien rappelé, il s'est rapproché d'Inwil, il s'est rapproché de la Suisse, il s'est rapproché bien sûr du camp de base, on va dire, de Sauber, et on a eu l'impression, Hamza, qu'il y avait en tout cas de l'optimisme sur les chances de Théo Pourchaire de pouvoir rejoindre la Formule 1. Toi, Bastien, aujourd'hui, le plan de carrière de Théo Pourchaire, comment tu le vois? Quelles sont ses chances, en tout cas, d'arriver en Formule 1 dès l'année prochaine? Il a toutes ses chances. Après, c'est un gamin qui, en fait, toute sa vie, il a fait que de redoubler ses saisons parce qu'il était trop jeune pour accéder au-dessus. Donc, faire 3 saisons de F2, pour lui, ça peut être que bénéfique. C'est pas éliminatoire de faire 3 saisons Non, de F2. c'est pas éliminatoire. On l'a vu avec Zou, par C'est exemple. Et pour lui, il a toutes ses chances. Il faut juste. Malheureusement, il a que 2 places disponibles pour lui parce qu'il est chez Sauber, donc il n'y a que 2 places. À voir selon ce que fait Bottas ou Zou, parce qu'au début, on parlait des millions qu'a porté Zou. Maintenant, il y a un budget cap, donc Oui. ça aide aussi Théo Pourchaire. Après, si Zou performe, il mérite sa place, donc à voir. Mais je pense qu'il n'y a que Sauber pour l'instant, Alfa Romeo. Et le problème, excuse-moi de te couper, c'est que l'année prochaine, il n'y a plus d'Alfa Romeo chez. Non, mais t'auras Il y a toujours plus de- Sauber. il y aura plus- T'auras toujours Il n'est Sauber. pas lié à Alpha, Ouais, mais Il est Sauber, donc, il est Sauber, lui. hein. Je sais pas. Moi, je trouve que le fait qu'Audi arrive en 2026, je pense qu'Audi prépare loin. aussi 2026 dès aujourd'hui, enfin, préparera dès 2024. Peut-être qu'Audi a son idée et aura envie de placer ses pilotes, j'en sais rien, Après, des dès Allemands, 2024. et on en a parlé ensemble, des Allemands, il n'y en a plus beaucoup. On rappelle d'ailleurs que la F4 il y a Mick, à mais- DAC, on a appris ça en partant à a l'Est. disparu, ouais. La F4 à DAC a Elle disparu, s'est, elle est rattachée désormais à la Fusionné F4 avec. France. Ouais. Il n'y a plus de Grand Prix en Allemagne. Alors, il y a des constructeurs qui sont engagés, bien évidemment, mais il y a quand même un réservoir un petit peu. Après, il faut aller au-delà au-delà du contractuel. Je pense que la Sauber Academy et RGP, ça reste relié à un personnage important, c'est Fred Vasseur. Il est désengagé de RGP désormais. Oui, mais lié. Enfin, il est désengagé contractuellement, encore une fois. Il faut aller au-delà, je pense. Et que, à mon C'est sens. pas les infos qu'on a de RGP, c'est qu'il y a quand même un tournant à cette intersaison avec le départ de Frédéric Vasseur chez Ferrari, où il a lâché ses parts de Hard Grand Prix, et où les historiques ont suivi l'éloignement de Frédéric Vasseur. Moi, je parle plus du côté paternel Humain. humain que Fred Vasseur pourra apporter à Théo dans le fait de l'aider à se placer. Toto Wolff a aidé un nombre de mecs à se placer incalculable. Dont Esteban Ocon. Albon faisait partie Il de... était le manager aussi à l'époque. hein. Oui, Albon c'est a fait partie de la Red Bull Academy, il se retrouve chez Williams. Donc, en fait, c'est être lié aussi au grand nom qui pourra t'aider à te placer, même dans une écurie qui n'est pas forcément de ton académie. Donc, à voir comment Audi va gérer les choses en arrivant, parce qu'ils vont s'implanter, on le sait, progressivement, avant même d'avoir les 4 anneaux sur la monoplace. Mais je pense que Théo, quand même, est dans une filière qui n'est pas morte avec l'arrivée d'Audi et qui a surtout des grands noms
qui sont passés par là. Et Théo, dans son carnet d'adresse, a quand même des grands noms pour le placer quelque part. Si toutefois une place se libère, parce qu'il faut aussi penser à ça, hein, la F1 privilégiera certainement les gens en place si le niveau est là. Et si une place se libère, je pense qu'il y a du monde qui saura placer Théo au bon endroit et au bon moment. Même si je trouve que le départ d'Alfa Romeo de Sauber et que du coup l'arrivée d'Audi, c'est une épine dans le pied supplémentaire. Est-ce que c'est supplémentaire à celle de Vasseur qui part Parce qu'au final, la Sauber Academy, c'est pas Alfa Romeo. Alfa Romeo, c'est un naming. Donc la Sauber Academy, ça reste Sauber, l'écurie. À voir les intentions d'Audi. Si jamais Audi compte sur Théo Pourchaire, ça peut être la meilleure nouvelle. Pour la France et pour Théo. On avance les gars. Théo Pourchaire a un coéquipier. Il est français aussi également chez Arte cette saison. C'est Victor Martins, le champion F3, qui a été assez impressionnant en termes de vitesse pure, mais parfois aussi assez frustrant avec quelques crashs et des points mis de côté. La résurrection, on titrait ainsi pour Victor Martins, l'attaquant, mis de côté puis repris par l'Académie Alpine après des années un petit peu compliquées en Freca. Champion de F3, je le disais l'année dernière. L'une des sensations aussi également de ce début de saison, parce que vous allez l'entendre, mais c'est vraiment celui qui a montré le plus de vitesse. Et puis un roulage qui était prévu ce lundi, au moment où on a enregistré cette émission, dans l'Alpine de Esteban Ocon, avec laquelle notamment il a remporté son premier Grand Prix en 2021, et un test aussi également chez Nissan, qui appartient bien sûr au groupe Renault. C'était du côté de la Formule E. La vitesse c'est bien, les points c'est mieux. On connaît la capacité, la force d'adaptation, et on a pu s'en rendre compte en partant à Alès et en le voyant monter dans une WRC2. C'est vraiment sa qualité, l'adaptation. Il l'a montré tout de suite, malgré le gap assez important quand même entre F3 et F2, c'est ce qu'il nous a confié. Il a été dans le rythme des meilleurs très rapidement, mais des erreurs qui coûtent cher. 2 points pris seulement par Victor Martins en feature race cette saison et 48 points de retard sur Théo Pourchaire. Un effet un petit peu loupe par rapport à la vitesse qu'il a pu nous montrer. Victor Martins, on a parlé de tous ces sujets avec lui, la résurrection, ses erreurs, comment il compte justement combler le gap par rapport au progrès encore qu'il peut faire. Il nous répondait justement toujours dans le contexte du stage FFSE qui se déroulait à Alès. Champion de F3 l'année dernière, désormais en F2, alors que certaines personnes par la suite t'avaient enterré. Est-ce qu'on peut parler de résurrection justement ? Ouais, après moi de mon côté, je pense pas, parce que j'ai toujours cru en moi forcément. J'ai toujours cru que j'allais arriver à cet endroit-là en F2 et faire ce genre de performance comme je le fais, même si en termes de points c'est pas là, c'est pas au rendez-vous. Mais non, j'ai toujours cru très clairement. Après, je pense que c'était une question de temps, d'opportunités qui se présentaient pas. J'ai fait pas mal d'erreurs, oui, certes, mais je pense qu'aujourd'hui elles sont bénéfiques pour moi. J'ai énormément appris. J'en fais encore, mais je suis vachement dans l'état d'esprit où toutes les erreurs que je fais, elles sont différentes et elles sont balayées, elles sont apprises et je les referai pas après. Donc c'est vraiment, je le vois ça comme une amélioration, une progression vers l'excellence où j'ai envie d'aller. Et je sais que quoi qu'il arrive, je vais rien lâcher et dans ma tête, je me dis que je vais y arriver. Mais après, s'il faut 5 ans pour y arriver, s'il faut 10 ans, c'est le temps qu'il faut. Ouais, s'il faut ça, moi j'accepte. Mais franchement, je kiffe. Je pense que ça se voit. À des moments, il faut que je me calme un petit peu parce que j'ai l'excitation et le plaisir que je prends dans la voiture, il se voit, je pense. Mais à des moments, il faudrait que j'adapte et que je manage un petit peu mieux de certaines situations. C'est quoi toi le bilan que tu tires de ces 3 premières courses de ce tout début de saison ? Est-ce que tu vois du positif ? Tu ne gardes que le négatif en disant je vais essayer de m'améliorer ? Je pense que faut que je me dise qu'il n'y a pas que la vitesse déjà, parce que là on le voit très clairement. Que si on parlait que de vitesse, on peut voir, je pense que si on fait la moyenne des 3 premières qualifs, c'est moi le mieux placé en qualif. Mais par contre, à la fin, j'ai que dalle, quoi. Je dois avoir 18 points, alors que Iwasa et Théo, ils en ont plus de 50. Donc, c'est pas que la qualif. Donc, je pense qu'il faut que j'essaye de me concentrer pas que sur la vitesse pure. Et ouais, ce que je montre en termes de performance, je pense qu'il faut que je gère mieux certaines situations. Il faut que je sois peut-être un peu plus réfléchi, que je pense plus à marquer, peut-être 10 points là au lieu de 25, ce genre de choses. Mais après, il ne faut pas que je révolutionne la terre entière. Je pense que c'est des petites erreurs. C'est que dalle, mais à la fin, elles me coûtent cher.
Mais c'est juste une adaptation mieux à certaines situations. C'est vraiment de mettre le curseur au bon niveau. Mais après, je sais que je vais être capable de le faire en gardant cette performance et cette agressivité que je peux montrer, parce que je pense qu'il faut que je la garde. Si je commence à me dire faut que j'en mette moins à cet endroit-là, non, c'est pas la bonne manière. Il faut juste que j'arrive à avoir le bon état d'esprit et ça va le faire. Calmer les ardeurs donc, mais ne rien révolutionner, c'est ce que nous dit Victor Martins. Est-ce que vous êtes frustré par ce début de saison de Victor Martins? Parce que franchement, on a l'impression qu'en rythme pur, il pourrait jouer le titre. Il y a un décalage monstrueux entre l'impression qu'il laisse et le classement. Il est, je crois, même en seconde partie de 14e, 15e, je crois. Ouais. 15e derrière Isaac. Donc, forcément, et t'as pas l'impression. Alors, il y a une disqualification aussi, mais c'est vrai que t'as pas l'impression d'avoir le 15e pilote du plateau, quoi, en termes de performance et de rythme de course. Mais frustrant pourtant, moi je dirais pas oui, parce que c'est le chemin, je trouve, de ces pilotes très talentueux qui, de nature, en veulent toujours plus. Et si on reprend le début de carrière d'un Max Verstappen, si on prend le début, en F1 je parle, d'un Romain Grosjean, c'était des pilotes extrêmement rapides, mais qui n'arrivaient pas à être réguliers dans le fait de performer tout le temps. Sauf que la F2 se dirige, au vu de la manière dont les calendriers sont faits, vers un besoin de régularité. Et ça, par exemple, c'est justement ce que Théo est en train d'apprendre et mettre en place au devant du championnat. Mais là, Victor, il est en train de faire le chemin du travail d'apprendre, en fait, tout simplement. Oui, il a que 17 points, alors que sincèrement, au vu du rythme affiché, il pourrait en avoir 80, je pense, au vu de ce qu'il a montré. Mais il faut qu'il trouve la limite. Il sait la dépasser. Il sait donner 120% de lui-même. Il sait être plus rapide qu'absolument tout le monde. Sauf qu'être plus rapide qu'absolument tout le monde, c'est parce que tout le monde aussi garde une marge pour mettre les points à la fin. Ce que Victor ne fait pas encore et qu'il a parfaitement compris. À un moment donné, à Alès, il disait c'est pas que je me mets trop de pression, c'est que j'en veux trop. On aura une bonne anecdote à vous raconter là-dessus. Et avant d'en vouloir trop, il faut au moins qu'il mette les points, qu'il s'installe dans ce championnat et puis qu'il choisisse ses combats au moment où il faut les faire en fait. Et là, pour le moment, c'est vrai que ça lui coûte beaucoup, mais je pense que c'est l'apprentissage normal d'un jeune qui débarque en F2. Donc, faut pas oublier que même s'il a 21 ans, il a fait que 8 courses en F2. Quoi. Donc, c'est logique pour moi. Il est impressionnant d'adaptation, Bastien, Victor Martins. Clairement. Première qualification, il fait P2 à Bahreïn. Course sprint, du coup, il part un peu derrière. Il fait podium. En Arabie Saoudite, premier meeting là-bas, première fois qu'il roule là-bas, pole. Course, Théo à Monaco. Il repart un peu derrière, repodium, deuxième, je crois. C'est ça, deuxième. Et course principale le lendemain, il est en tête. Et puis là, il fait sa bêtise où il part en tête à queue. Mais ouais, clairement. Quand tu regardes, par exemple, si tu veux regarder son adaptation, tu regardes ses 3 premiers tours qu'il fait à Bahreïn quand il part P9, il est P3 en 3 tours. C'est fou. C'est vrai que c'est assez impressionnant. On a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, on parlait de rivalité parce qu'ils sont coéquipiers, Théo Pourchère et lui, chez ART. Nous, on a passé 2-3 jours avec eux. Alors, bien évidemment, ils savent aussi qu'on est journaliste et que même si on a un rapport très direct avec eux. Ouais, mais même par rapport à ça, j'y crois pas. Mais moi non plus, parce exactement. Que tu sortais, il faut remettre le contexte de ce tournage. On sortait donc du GP en Australie et ils sont tous rentrés le jour même. Donc ils étaient épuisés, ils étaient juste heureux que le week-end se termine, heureux de se retrouver. Ils étaient là, franchement, ils étaient détente entre eux, détente avec les journalistes, détente avec les gens de la FFSA. Et par rapport à ça, Isaac, par exemple, il a manqué le premier jour parce qu'il a raté son train. Enfin, bloqué à Lyon. C'était une folie. Il rentrait vraiment d'un périple, limite. Donc à ce moment-là, je suis pas sûr qu'il y ait eu de calcul de la part Non, t'as raison. C'est justement ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas eu du tout de calcul. On est en plus dans un rapport assez sincère. Maintenant, on a une fonction et ils le savent très bien. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'on leur a posé la question, ce sera retrouvé dans le doc, y a-t-il une rivalité entre Victor et Théo? Il y en a forcément une parce que c'est du sport automobile et qu'ils sont coéquipiers, ils sont forcément en duel direct. Mais il y a une réponse très très bien sentie de Victor Martins, je vous tease un petit peu de ça, sera à retrouver dans le doc, qui met fin à tout ce débat et c'est plutôt très, très important et très intéressant. Victor Martins, une belle anecdote, Hamza, qu'il faut qu'on raconte sur le trop-plein d'agressivité, le trop-plein d'attaques, sur le fait de devoir se contenir un petit peu. Dans le cadre de ce stage FFSA,
ces garçons-là ont roulé, donc l'idée c'est de les amener sur la terre, et ils ont roulé donc sur des WRC2 pour sortir de leur zone de confort, et c'est là qu'on a vu que Victor Martin c'était un modèle d'adaptation, c'est lui qui a été le plus rapide, je spoil les choses, mais du côté de Alès, et il a insisté en fin de stage, en fin de journée, alors que tout était fini, il a insisté pour faire un dernier tour, un dernier run avec cette WRC2, et on a assisté à une scène, Hamza, assez folle où il en a fait trop, il a surconduit, il est allé très très large, parfois au-delà des limites. Et derrière, il s'est fait attraper par Christophe Lollier, le DTN, directeur technique national, qu'on entendra un peu plus tard dans cette émission, de la Fédération française des sports automobiles, qui lui a dit cette phrase, on te le dit avec Sébastien Philippe depuis des semaines, on n'arrête pas de te le répéter, arrête d'en faire trop, que t'en fasses trop sur un week-end de compétition, c'est une chose, mais que tu en fasses trop alors que tu es là pour t'amuser, que tu es déjà assuré d'avoir le meilleur temps, ça montre bien que tu as quelque chose à travailler. C'était marrant cette scène, parce que ça disait tout en fait du début de saison, je trouve, de Victor Martins. Bah, c'est aussi un pilote qui est en apprentissage, tout simplement, et ça fait partie de l'apprentissage. Moi, ce qui m'avait bluffé, effectivement, c'est cette capacité. Alors, on a fait les 3 en ITV, et aussi bien Isaac Adjar que Théo Pourchère, à la question quel est le point fort de Victor Martins, sans hésiter une seconde, ils ont dit l'adaptation. Et effectivement, tu remarques assez vite, enfin moi ça m'avait marqué sur place, c'est qu'au moment où il monte alors il avait déjà fait l'année dernière, et il avait déjà performé. Mais moi en l'occurrence c'est la première fois que je les vois conduire ce type de voiture. Bah, tout de suite, il est à l'attaque. Tout de suite, il va chercher les limites. Il va très souvent les dépasser aussi. Il y avait à un moment, si tu touchais un plot, tu prenais, je crois, c'était 2 secondes de pénalité. Ouais, c'est ça. Voilà, il en a touché pas mal. Mais il est toujours à la limite. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce type de pilote, quoi, tout simplement. On parlait tout à l'heure de Théo qui l'année dernière disait ça m'intéresse pas d'aller en Formule E par exemple. Victor à l'inverse, alors c'est peut-être aussi également le plan de carrière. Victor à l'inverse, on a la sensation que c'est un vrai racer, c'est-à-dire que demain il pourrait se retrouver en endurance, en Formule E. Il a d'ailleurs fait un test avec Nissan qui a été assez concluant paraît-il et assez bluffant. Ça peut ressembler à quoi la suite de la carrière de Victor Martin? Est-ce qu'il peut redoubler en F2 par exemple? Est-ce qu'il a véritablement un avenir en Formule 1? Lui, ce qu'il veut, c'est piloter. Après, sur la Formule 2, on connaît le budget annuel, qui est de plus de 2 millions d'euros, donc il les a pas forcément, à voir ce que mettra Alpine. Mais la Formule 1, c'est compliqué parce qu'il n'y a que 2 places chez Alpine, et 2 pilotes français, 2 très bons pilotes. Et de longs contrats. Et de longs contrats. Moyen contrat, on va dire. À voir si quelqu'un saute dans une écurie plus haut et quelqu'un part, mais ça va être compliqué pour lui, la Formule 1. À voir, la FE, c'est pas mal parce que les pilotes sont mis en lumière quand même sur un championnat du monde. Donc, à voir ce qui est possible pour lui, ou Alpine s'il retourne en hypercar. Le malheur, entre guillemets, des pilotes de l'Académie Alpine, c'est qu'Alpine ne fournit pas de moteur à d'autres écuries, ce qui pourrait changer si jamais Andretti arrivait à rentrer en Formule 1 avec ce fameux deal avec AutoNation, notamment un grand distributeur de voitures aux États-Unis. Dimanche, Michael Andretti sur la grille a été interrogé sur la Sky par Martin Brundle. L'objectif Andretti, c'est d'entrer en Formule 1 dès 2025, donc dans 1 an et demi. Le plan idéal si Andretti entre, et que effectivement motorisé par Renault, tu as un Victor Martins qui fait une 2e année en Formule 2, ce qui est déjà est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Un pilote qui fait un an et qui monte, c'est quasiment du jamais vu. Donc qui fait une 2e année en Formule 2, qui performe en Formule 2, qui gomme ses petites erreurs et ses parfois grosses, son trop plein d'agressivité en piste. Si il gomme ses petites erreurs, pourquoi pas rêver d'un Victor Martins en 2025 chez Andretti. Mais là, ça fait beaucoup de si quand même. Complètement. Il y a une interrogation pour Victor, c'est le budget pour rester en F2. Parce que j'ai souvenir de conversations privées avec quelqu'un, dont je ne citerai pas le nom, qui travaille en F2 et qui me disait l'année dernière, donc on est en 2022, et la personne me dit de toute façon Victor, même s'il gagne la F3, il ne sera pas en F2, il n'a pas le budget. Alors après, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était proche de Victor Martins en termes de budget, qui connaît tout, mais ce que je veux dire, c'est que déjà cette année, c'était pas totalement prévu. Gravé dans le marbre. C'était pas gravé dans le marbre que ça se fasse. Donc, pour Victor, il va falloir déjà bien performer cette année pour convaincre les mécènes, ou en tout cas l'Académie Alpine, de 1, le garder, 2, renouveler une seconde année si besoin. Parce qu'au final, le tic-tac, il sera de performer assez régulièrement et d'être au haut niveau assez longtemps dans cette Formule 2 pour rester dans le viseur des écuries qui pourraient potentiellement avoir besoin d'un pilote. Guan Yu Zhou, il fait 3 saisons de F2.
il n'y en a pas une qui est mirobolante dans l'histoire. C'est Mais il juste a un que autre passeport, c'est ce que disait il y a Hamza un autre tout à l'heure sur passeport le- et Alpine a réussi miraculeusement à le Oui. placer chez Alfa Romeo, mais c'est un pilote Alpine à la base, Complètement. dont on a refusé l'accès chez Alpine parce que du coup on a privilégié Oscar Piastri en troisième pilote. Et puis Grand même, bien le a fait. même là, avec Martin, c'est vrai que je parlais du plan idéal. Il y a un Douane autre au milieu. pilote, ouais, il y a Jack Il y a Douane. Justement, au c'est milieu. la Et en question plus, que je voulais pilote poser à réserve. Bastien. C'est la question que je voulais poser à Bastien. Dans cette académie alpine, il y a Manu bon, qui est engagé avec Alfa Romeo. On a le fils Douane aussi également en F2 comme Victor Martins. Est-ce que c'est Victor, tu penses, qui est privilégié aujourd'hui pour l'avenir justement de cette académie? À l'heure actuelle, non, parce que Douane a déjà fait des FP1 avec Alpine. l'année dernière. Mais là, comme tu as dit, Victor est en train de rouler en ce moment à Monza. Demain, c'est Douane. Là, ils pourront vraiment comparer les chronos, Ouais. etc. Donc, je pense que le test n'est pas anodin. Mhm. Sachant que d'ailleurs, on n'a que Gabriel Emini et Solov en F3, qui sont trop jeunes encore, donc il y a le temps. Mais ouais, pour l'instant, c'est Douane numéro 1, c'est sûr. Mais on saura plus peut-être mardi soir à la lecture des chronos. Ce qui sera intéressant de voir, c'est effectivement, bon, le test, je pense qu'il est quand même important pour les deux pilotes, aussi pour Douane. Complètement. Ce qui sera intéressant de voir, c'est si en seconde partie de saison, Alpine place Douane pour 2 séances d'essais libres ou place Martins et Douane une séance chacun. Exactement. On Et ça pourrait nous avoir un début de réponse. ouais, c'est exactement. Ça ouvrira en tout cas les perspectives pour l'excellent Victor Martins, l'un des seuls des trois qui n'est pas venu en plateau, mais on va le faire très rapidement. Il est excellent client. Et il a une histoire incroyable, la gymnastique et tout, etc. Franchement, Ouais. il est génial. Il commence sur le tard. Enfin, on va pas Il a regarder, commencé mais sur le tard, sur le ouais, tout à tard. fait, le- tout à le fait. sport- À l'âge de le 10 sport ou 12 automobile. ans, je Regarde, crois. 3 saisons pour Théo à 19 ans. tout à fait. Première saison à 21 ans pour Victor. Exactement. Et vous verrez le respect qu'a Victor Martins pour Théo Pourchaire. Enfin voilà, c'est très très beau en tout cas ce qu'ils ont pu dire l'un sur l'autre. Le troisième cas, lui aussi, on l'aime beaucoup, c'est, on va le dire, l'un des chouchous des pistonnés parce que c'est une personnalité complètement hors norme et un franc-parler aussi également qui manque, je trouve, au sport automobile moderne, une personnalité en tout cas affirmée. Et là, je pense que le sport en a absolument besoin. Isaac Hadjar est-il le garçon le plus proche justement de ces trois Français à pouvoir intégrer la Formule 1? Il n'a pas la meilleure voiture, mais il est peut-être dans le bon contexte. Il l'a dit, et vous allez l'entendre, il a choisi high-tech, le choix d'un cocon, là où il se sent bien, avec des ingénieurs justement avec qui ça s'est très très bien passé en F3, mais loin d'être une zone de confort parce qu'il n'a pas la meilleure voiture et que justement, eh bien, il est mis dans cette situation par Red Bull pour voir aussi également comment il va optimiser tout ça, comment il va permettre à cette écurie, à cette monoplace de progresser. La progression, on l'a vu sur la première partie de saison, notamment entre le premier et le deuxième meeting où par de la recherche sur les réglages, et on sait, son papa nous l'avait dit hors antenne, il veut façonner aussi le cerveau de ce garçon, que ce soit pas uniquement un pilote, et Isaac est très attaché à ça, de pouvoir échanger, parler le même langage que ses ingénieurs, et on le voit, il y a eu des résultats, en tout cas une énorme progression pour high-tech, lui qui est quand même assez régulier en course longue, puisqu'il a fait 3 courses sur 4, il les a terminées dans les points. La quatrième, on se rappelle, elle avait été ruinée aussi également par un clown, un guignol qui l'accompagnait sur la piste ce jour-là. Vous savez, vous l'avez chez vous savez qui c'est. Est-ce que cette question in fine n'est pas la meilleure chance, Hadjar n'est pas la meilleure chance française pour 2024? Iwasa, Hadjar, qui a les faveurs de Red Bull? Sébastien va tout nous dire dans quelques instants. Franz Tost disait, ils sont deux à être susceptibles de rouler chez AlphaTauri en essai libre cette saison. Il y a Lawson et il y a Hadjar, bien évidemment. Et puis la question des titulaires. Tsunoda, il va terminer sa 3e saison. Il sera donc en fin de cycle avec l'écurie sœur de Red Bull. Le début de saison très difficile. Je sais que ça tient à cœur à Brice d'en parler, défendre cet avis dans les pistonnets de notre ami Nick De Vries. Et puis aussi, même si c'est beaucoup plus hypothétique, la volonté de high-tech de monter en Formule 1. On sait qu'ils travaillent sur un dossier de candidature pour arriver en Formule 1 normalement possiblement 2025-2026, même si ce n'est pas le dossier le plus avancé. Isaac Hadjar, son franc-parler, vous l'aviez découvert l'année dernière dans les pistonnets. Eh bien, le discours reste le même, l'attitude reste la même, et vous allez voir, les ambitions, elles sont très importantes. Qu'est-ce que ça change justement de cette première saison F2 par rapport à la saison de F3 que tu avais connue l'année dernière? Ne serait-ce qu'au niveau de la voiture, hein, tout simplement. C'est beaucoup plus dur que la F3. Clairement, le niveau, il est clairement au-dessus. C'est beaucoup plus exigeant comme catégorie. Chaque erreur, tu vas les payer beaucoup plus. C'est la première fois dans ma carrière où si je performe, j'aurai le droit à The catégorie, tu vois, à la catégorie ultime. Donc la pression est différente. C'est quoi tes objectifs pour cette saison? Parce qu'on va le dire clairement, autant Victor et Théo ont une voiture aujourd'hui pour gagner, autant toi, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fixé justement à la Red Bull Academy comme objectif à travers ça? Je sais pas moi en tout cas, mais mon objectif c'est avec la voiture que j'ai, de la ramener devant
Je vais pas attendre que mes ingés me pondent la voiture, c'est à moi de me bouger et de travailler avec eux pour aller de l'avant. Je pense que déjà en 2 courses, on a réussi de passer on est passé de qualification très compliquée à se battre pour la pole. Donc je pense que là on va dans la très bonne direction. Et puis moi juste finir très très fort la saison, ce sera l'idéal. C'est une volonté justement de Red Bull de ne pas te mettre dans la meilleure des voitures? J'ai aucune idée, en tout cas ça a été un de mes choix de rester chez Hightech. Parce que j'avais passé une très bonne saison avec eux en F3. On a cette relation de confiance que je voulais prolonger. Et voilà. L'idée de cette saison, ce sera de marquer une progression, de faire progresser cette voiture? Clairement. Là déjà en 2 courses, on a réussi à jouer devant. On a failli monter sur le podium le dimanche à Melbourne. Donc ouais, c'est ça va être de progresser au fur et à mesure et puis clairement de faire une deuxième partie de saison aux avant-postes tous les week-ends. Dans un monde idéal, quand est-ce que tu pourrais prétendre, si tout s'aligne exactement comme c'est prévu, comme tu as pu en discuter avec le docteur Helmut Marko, quand est-ce que tu pourrais au mieux arriver en Formule 1, si jamais tu devais arriver? 2024. Voilà. Pas plus tôt, pas plus tard, 2024. 2024, Pas plus tôt, pas plus tard. Moi, c'est simple avec Isaac Hadjar, tu poses une question, tu as une réponse. C'est ça qui est génial. Les gars, c'est la plus grande chance, Isaac Hadjar, d'arriver peut-être le plus tôt parmi ces 3 mousquetaires, ces 4 mousquetaires en comptant Clément Novalak, de monter en Formule 1. Les ambitions sont là, en tout cas. C'est la plus grande chance à partir du moment où c'est la philosophie Red Bull d'avoir 4 baquets. Et sur ces 4 baquets, il y en a 2 qui préparent l'avenir de Red Bull. Tsunoda arrive à la fin de ce cycle de 3 ans. Nick De Vries, il va falloir qu'il performe cette saison. On a déjà vu des pilotes par le passé chez Toro Rosso se faire congédier, même après 1 an ou un an et demi, parce que les performances n'étaient pas au rendez-vous. Et Isaac Hadjar semble avoir les faveurs quand même de haute personnalité chez Red Bull, pas par rapport à Iwasa, mais par rapport à l'avenir aussi de Red Bull. Il compte sur Red Bull, même aujourd'hui dans la stratégie marketing de Red Bull. Isaac Hadjar est présent, avec d'autres sportifs de sport extrême, type Red Bull. Donc ça montre aussi que du côté de Red Bull, on est aussi en train de développer la marque, l'image Isaac Hadjar. Helmut Marko le compare à Alain Prost. Après, bon, je déteste ce genre de... Comparé à Gasly, à François Sever. Non, mais j'adore... Ouais, pour d'autres raisons. Pour apparemment des choses aussi un peu en dehors de la piste. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand même... c'est rare d'entendre le docteur Helmut Marko aussi dithyrambique sur un pilote français. Et puis sur le début de saison en F2, et on en revient à ce qu'il disait en début d'ITV, il n'a pas performé lors des 2 premiers GP. Il a expliqué la raison, c'est que le setup, les réglages ne lui convenaient pas du tout, et qu'à partir de Melbourne, ils ont changé radicalement. Ça lui convient mieux, et surtout, et c'est là la promesse, c'est que sur le reste de la saison, Hightech va suivre ce qui convient le mieux à Isaac Hadjar. Donc les meilleurs résultats, on pourrait les voir venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour Isaac Hadjar. Et Isaac Hadjar s'est mis à se battre pour la pole position avec cette voiture. Il fait des remontées en course qui sont excellentes. On l'avait déjà vu en F3 l'année dernière. Et je pense que quand il parle de son choix de rester chez Hightech, c'est aussi comme ça qu'il s'est fait repérer. C'est en dépassant. C'est en montrant sa capacité d'agressivité. Et depuis le début de sa carrière, t'as raison. En kart, c'était déjà comme ça. En FRECA, c'était déjà comme ça. Et en fait, comment plaire à Red Bull? Théo, typiquement, n'a pas un profil qui va plaire à Red Bull, qui va plus plaire à une typologie Vasseur, justement, tu vois, quelqu'un de très réfléchi et qui va être stratège dans sa manière d'aborder les courses. Isaac, il veut plaire au docteur Helmut Marko. Concrètement, il faut remonter 10 places en course. Il faut dépasser là où ça ne dépasse pas. Il faut être Max Verstappen. Il faut être Max Verstappen. Et aujourd'hui, comment tu le prouves? C'est plus facile de le prouver avec une voiture qui a des moins bons réglages, mais qui, si elle est bien utilisée, peut montrer des choses, plutôt qu'avec une voiture de devant. Et aujourd'hui, tu vas plus avoir tendance à voir en F2 les remontées d'Isaac que les performances d'Iwasa. Malgré le fait que Iwasa gagne des courses parfois. Donc,
Et Je surtout, pense que la stratégie, elle est bonne de la part de Isaac. Il sait ce que Red Bull veut. il est en adéquation avec la philosophie Red Bull. Mais oui, c'est ça. Le travail et la performance ou la porte. Concrètement, c'est ça Red Bull. Oui. Ils nous l'ont prouvé en F1, ils nous l'ont prouvé avec le Red Bull Junior Team sur ces 15 dernières années. Si tu performes, tu as une route, elle est tracée vers la Formule 1. Si tu n'es pas performant, que ce soit après 5 courses, après 50 courses, tu prends la porte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Isaac Hadjar, non seulement il en a pleinement conscience, mais il épouse aussi ce mode de fonctionnement de Red Bull. Et ça, c'est hyper important. On a beaucoup parlé, les garçons ont beaucoup parlé de ce duel un peu à distance avec Iwasa. Est-ce que toi, Bastien, tu as un sentiment sur aujourd'hui la situation de Isaac justement dans cette filière Red Bull? Il y a beaucoup de pilotes. Est-ce qu'il y a autant de talent qu'Isaac Hadjar? Ça, c'est à toi de nous dire. En tout cas, moi, je rejoins ce qu'ils ont dit, Brice et. Excuse-moi. Le H. Le H. J'allais dire Ramani, tu vois. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que Isaac Hadjar, c'est le fils spirituel de Helmut Marko, en fait. S'il devait dessiner un pilote, c'est lui, en fait. Et c'est bizarre qu'ils se sont retrouvés. Après, ce qu'il y a, c'est que chez la Red Bull Academy Junior Team, c'est qu'il y a 6 pilotes en Formule 2. 6 bons pilotes. Allez, on va dire un peu 5 si on est un peu Crawford, mais même s'il fait des podiums. Faut pas oublier Auger, qui est quand même un très bon pilote, champion F3. Iwasa, il a le talent, il a une bonne équipe d'âmes, il a aussi le passeport japonais avec Honda. Et Ça peut compter, ça, tu penses, même avec le fait qu'on. Même maintenant, Même si on sait qu'Honda va quitter le giron Red Bull dans les années à venir. Il pourrait rejoindre McLaren à terme. Oui, tout à fait. Revenir. ça fait combien de temps qu'il devait quitter Honda Red Bull? Ça fait longtemps. Hein. C'est pas faux, mais là, on sait qu'il y a l'officialisation de Ford avec Red Bull dès 2026. Donc ça veut dire que. après, de toute façon, les cycles sont tellement courts avec les Red Bull. Mais ça va aussi dépendre un petit peu de la philosophie que Red Bull veut appliquer à AlphaTauri. Parce que on le savait, à l'époque, c'était 2-3 saisons et dehors. Aujourd'hui, ils avaient tenté avec Pierre Gasly d'instaurer justement une sorte de pilote de référence pour faire venir un jeune et le développer autour du pilote de référence, parce qu'AlphaTauri commençait à développer sa voiture au point de mettre des gros points, gagner des courses, enfin une course, faire des podiums, et que du coup il fallait quand même avoir ce pilote de référence. C'est qui aujourd'hui le pilote référent? Mais c'est bien l'un des débats qu'on va se poser cette saison. C'est Yuki Tsunoda. Oui, mais Pour le il est moment. censé l'être. Il est Voilà. censé l'être. Sauf que les infos de beaucoup de jeunes dans le paddock, c'est que Tsunoda, lorsque De Vries est arrivé, il a dit moi je veux pas le lead. Ah. Donc je rappelle qu'il va ouvrir un resto, donc, Il est décidément très étonnant. je veux pas m'occuper du développement. Ouais. Enfin, il estime ne pas avoir les compétences. Alors, s'il le pense et que c'est vrai, c'est bien. Mais ça pose quand même question sur est-ce qu'il peut prétendre au rôle Gasly, comme le suggère Brice? J'en doute. C'est justement la question qui se pose. Est-ce qu'AlphaTauri va pas revenir à son rôle originel, de faire rentrer des nouveaux pilotes et qu'il n'y ait pas de pilotes expérimentés dedans? Et à ce moment-là, est-ce qu'Iwasa et Hadjar sont réellement en concurrence? Exactement. Est-ce qu'on ne ferait pas rentrer les deux Bien l'année sûr. C'est prochaine? la question que j'allais poser et je voulais exactement venir sur ce point-là. Alors, Iwasa ou un autre, hein, parce que tout à l'heure, tu citais pas mal de pilotes Auger, ouais. de l'académie. Lawson qui est au Japon aussi, hein, c'est ça. de hein. l'académie Red Bull. Mais ce qui est intéressant On a de perdu les noter, points l'année dernière, Lawson, quand même. c'est que Red Bull, avec Toro Rosso, AlphaTauri désormais, prépare donc la suite, prépare l'avenir de Red Bull, principalement. L'avenir de Red Bull, c'est quoi? Tu as un duo qui est aujourd'hui performant. Mais Checo Pérez, avec tout le respect Il a que j'ai pour 33 lui, ans, 32? il n'a pas 15 ans devant lui en F1. Donc, et potentiellement, Et ça pourtant, peut... c'était peu de sa dernière année Et aussi, potentiellement, hein. ça peut se cracher à un moment avec Verstappen, Mm. ça peut se cracher, ça peut se clasher avec Max Verstappen, et dans ces cas-là, on connaît le choix de Red Bull. Il y a un autre pilote qui s'appelle Max Verstappen. Il y a le fameux journaliste néerlandais Eric, je n'ai plus son nom de famille en tête, qui a dit il y a plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois, et qui l'a répété sur les réseaux sociaux, Verstappen, il va pas faire une carrière de 15 ans. Il va pas faire du Alonso. Et il a même annoncé, enfin, il a même publié la date de 2028. 2028, ça arrive très très vite. Si on est sur le fameux cycle 3 ans, que tu laisses 3 ans à tes pilotes, il va falloir finalement assez rapidement penser à installer le pilote que tu estimes capable aujourd'hui, c'est difficile à dire, hein, mais que tu estimes capable aujourd'hui de devenir le coéquipier dans un premier temps de 3 ans Verstappen, avant. et ensuite potentiellement de prendre la succession de Max Verstappen. Ça semble très loin, mais c'est quelque chose qui se prépare en amont. Et si aujourd'hui, Tsunoda, il n'en est pas capable, et De Vries ne performe pas, bah effectivement, moi je n'exclus pas la possibilité, l'éventualité que dès 2024, les 2 pilotes AlphaTauri soient 2 nouveaux pilotes. Oui, parce qu'il y a eu un trou dans le vivier. Il y a eu un trou pendant 2-3 ans qui fait que Tsunoda n'a pas beaucoup été mis en danger.
dans ce paquet-là. Parce que Lawson n'était pas prêt, Auger était encore en F3 il n'y a pas si longtemps. On a ressorti Albon à l'époque, hein, rappelez-vous. On a ressorti Albon. En fait, ils ont cramé trop de mecs trop tôt. Oui, Gasly, Kat, Albon. machin. Même j'ai même envie de remonter à Carlos Sainz. Alors, on a fait le débat Ils l'ont l'année perdu, dernière, mais c'est pas pareil. Ils l'ont perdu, mais ça remonte quand même. Mais ils ont cramé beaucoup de jeunes pilotes. La génération, en fait, aujourd'hui, qui devrait être à côté de Max Verstappen, ils les ont perdus, ces mecs-là. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce petit plus par rapport à la philosophie qu'applique Isaac. Isaac en parle dans l'émission et dans l'interview. Comment il a été repéré par Helmut Marko? C'est parce que Pérez, sur le bord de piste à Barcelone, le voit dépasser en Freca. Le voit De dépasser. manière très agressive. Le voit, voilà. Mais, À un endroit où personne ne dépasse. Voilà. Le voit dépasser. Le voit pas gagner. Non. Gagner, il s'en fout, Pérez, de la Freca, qui gagne la Freca. Il le voit dépasser, il voit le move. Donc, du coup, Helmut Marko le regarde à Monaco, il gagne à Monaco, et il le fait signer ce soir-là. Donc, être chez Hightech, c'est juste l'occasion de montrer à Helmut Marko la même chose, constamment, que ce qu'il l'a fait signer Isaac Hadjar dans l'Académie Red Bull. Donc, aujourd'hui, bah oui, il est 14e au championnat, Isaac. Mais le titre n'est pas son objectif. Le titre, c'est de montrer à Helmut Marko que s'il y a un mec à placer dans l'AlphaTauri l'année prochaine, c'est lui. Après, attention les gars, AlphaTauri, il faudra voir à quoi ressemblera le projet aussi également l'année prochaine. Il y a eu des rumeurs de vente, il y a eu des rumeurs de déménagement en Angleterre. Il y a Franz Stoss qui devrait quitter ses fonctions avec l'arrivée de Laurent Mekies. À voir à quoi pourrait ressembler AlphaTauri à l'avenir. On sait que, je vous parlais d'Hightech qui veut monter en Formule 1, c'est le junior team, entre guillemets, Hightech en F2 de Red Bull. On pourrait avoir un swap parce que depuis la mort de Matt Schitz, le fondateur de Red Bull, on sent que politiquement, dans l'engagement en Formule 1, il y a 2-3 trucs qui sont en train de changer. C'est vrai, et tu marques un point extrêmement important, et on ne l'a pas signalé. Les fameux 3 ans, c'est aussi les 3 ans de Franz Tost. C'est ça. Lui qui parle souvent de ces 3 ans en adaptation, puis ensuite la performance, et puis ensuite le haut niveau. C'est vrai que si demain, et ce sera le cas, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas quand arrivera Mekies, mais lorsqu'il arrivera chez AlphaTauri, est-ce qu'il aura la même perception, la même vue? J'imagine que si Red Bull va le chercher, c'est qu'il y a quand même une sensibilité commune sur ce Les point-là. directives, elles viennent d'en haut quand même. Hein. Mais il y a quand même effectivement cette interrogation, tout du moins cet inconnu. Bastien, c'est Isaac qui a le plus de chances d'aller en Formule 1 rapidement pour toi? Non, Théo. C'est Théo. Mais Isaac a toutes ses chances. Il a le talent, il a le pilotage, il a la voiture, il a les yeux de Red Bull sur lui. Un Français qui arrive chez AlphaTauri avec Mekies, donc j'espère qu'il est chauvin. J'ai juste une question. Par rapport à Théo, tu dis ça par rapport à son positionnement championnat ou par rapport à politique? Oui, parce qu'en fait, moi je pense Isaac, mais t'en sais plus que moi là-dessus. Je pense Isaac tout simplement parce que je vois l'état d'AlphaTauri en termes de pilote, en termes de fin de cycle. Et je me dis qu'Alfa Romeo, en fait, c'est pas forcément encore autant le cas. Est-ce que tu vois ça d'un aspect purement talent, préparation, Théo est plus prêt pour la F1, ou au contraire, est-ce que tu te dis que la place, elle est autant libérable chez Alfa Romeo que chez AlphaTauri? Non, elles sont autant libérables les deux. Après, ce que je vois, c'est que Isaac Hadjar a fait F4 France, Freca, F3, F2, F1. C'est compliqué. Après, s'il a le talent, bien sûr, il faut qu'il y aille. Un peu tôt peut-être. Après, il faut voir s'il y a 1 ou 2 places qui se libèrent chez AlphaTauri. Ils ont mis Max à 16 ans. Ouais. Là, tu peux plus. Mais oui, après, s'il a le talent et il fait ses courses comme il fait, peu importe son classement championnat, oui, il doit aller chez AlphaTauri. Un homme a détecté ces 3 talents dont on vient de parler. Il s'appelle Christophe Lollier. Il est directeur technique national à la Fédération française de sport auto. C'est lui qui les suit. C'est lui qui encadrait aussi également, aux côtés de Stéphane Sarrazin et du capitaine Jean Alési, ce stage FFSA. Pour lui, il y a les 3 pilotes, en tout cas, ont leur chance dès l'année prochaine d'accéder à la Formule 1. Écoutez son propos. Je pense que les trois sont dans le bon timing. Certains baquets risquent de se libérer en 2024. Les 3 pilotes sont contrats constructeurs, des constructeurs assez puissants. Et je pense que pour moi, les 3 ont une opportunité pour 2024 selon le résultat de cette saison 2023. Mais je pense que les 3 à égalité de chance ont cette possibilité. Les 3 égalités de chance, et ce sera le tout dernier point. C'est une petite ouverture avant de refermer cette émission, les gars. On a beaucoup et on insistera beaucoup dans ce doc. Je vous rappelle qu'il sera à retrouver en version longue, bien sûr, sur Winamax TV. On communiquera sur les réseaux pour vous tenir au courant de la sortie.
il a beaucoup parlé, Christophe Lollier, de l'âge d'or, d'un certain âge d'or quand même pour les pilotes français. On a titré cette vidéo sur 5 Français à court moyen terme en Formule 1. Est-ce que vous y croyez, les gars? On se rappelle des années notamment 70-80. On avait eu jusqu'à 7 Français sur la grille de départ. Alors les grilles de départ étaient un petit peu plus fournies, avec plus de voitures et plus de places. Mais quand même, est-ce qu'on peut, même si c'est un titre un peu putassier, est-ce qu'on peut se prendre au rêve, pardon? Bah, bien sûr. Ils performent, ils sont là. Voilà, Isaac Hadjar, il est dans les points depuis la moitié des courses. Théo Pourchaire, il est tout le temps dans le haut du classement. Leader. Leader. Voilà. Victor Martins, je crois, son pire résultat de sa carrière, c'est 5e en Formule Renault et en F3. Et il est toujours dans le top 5. Donc, ouais, c'est des talents, c'est des cracks. Ils sont bien entourés avec la FFSA. Merci pour les travaux, d'ailleurs. Ouais, grave. Clairement. Et non, si en plus, c'est 3 bons pilotes, 3 pilotes différents, mais qui se ressemblent beaucoup. Et 3 pilotes dans 3 différentes équipes. Et ouais, je pense qu'ils seront les 3 en Formule 1 un jour. Les gars, l'âge d'or, retour à l'âge d'or. On va quand même se défaire de l'aspect national et la fibre patriotique. Rien que sur Pourchaire et sur Hadjar, il y a déjà, surtout sur Hadjar, il y a déjà des prétendants d'autres nationalités qui performent aussi en Formule 2. Maintenant, pour répondre à ta question, 5 Français en 2024, j'espère, mais j'y crois pas. J'y crois pas pour la simple et bonne raison que Victor Martins, je vois pas, même dans l'optique d'un, allez, soyons fous, les 3 premiers au championnat de F2 sont les 3 Français, je vois pas quelle place il pourrait avoir. Parce que chez Alpine, c'est mort. Chez Alpine, c'est mort. Et aujourd'hui, même si demain, Ocon, sur un coup de tête, quittait Alpine pour aller, je sais pas, chez Ferrari, Mercedes ou autre, je sais même pas si Martins aujourd'hui est le choix numéro 1. On en parlait tout à l'heure, les tests arriveront, les essais libres pour peut-être Victor Martins. Donc c'est vrai que pour Victor, j'ai peut-être un peu plus de mal à penser dès 2024. À terme, il a encore ses chances. Bah évidemment, à terme, j'ai envie de te dire que pas tous les pilotes, la majorité des pilotes. Ça ressemble à sa carrière. Ça ressemble à sa carrière un peu à Victor Martins. Oui, c'est vrai. C'est souvent. Il ne faut jamais l'enterrer. Bien sûr. Je l'enterre jamais pour la F1, je l'enterre pour l'année prochaine. Pour 2024. Sauf circonstances extraordinaires. Je vois pas comment est-ce qu'en 2024 il pourrait arriver. Après, pour Théo, bah, ça va dépendre d'abord de ses performances, mais ça va aussi et surtout dépendre de ce qui se passe en Formule 1. Bottas et Joe. Et pour Hadjar, il y a peut-être plus de concurrence, mais il y a plus de places libérables. Donc, dans mon meilleur scénario, je pense qu'on peut avoir 4 Français l'année prochaine en Formule 1. Moi, j'ai une question. Excusez-moi. Mais parce que moi, je suis très naïf et un peu fan de Théo, du coup, j'avoue. Est-ce que possible de voir Théo chez As à la place de Magnussen? Est-ce que chez As, on a envie de remettre un rookie? Pour un an. C'est ça, la et juste question. pour un an. Après, il faut monter Berman qui veulent. Pour un an. Chez As, il le ferait s'il y a un sponsor titre qui arrive derrière. Ce que j'allais dire, s'il était de la Ferrari Driver Academy, ce serait pas il y aurait pareil. peut-être une chance. Là, c'est vrai qu'en étant rattaché à Sauber, peut-être que c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça. Après, moi, je suis un peu naïf. C'est l'inspecteur Gadget, le mec. Tu sais, il a tellement le bras long que. Docteur Octopus. Sans dire un mot, il se pointe chez As. Je veux bien être tolérant, mais il y a des limites. Frédéric Vasseur, c'est pas non plus. Enfin, ok, il connaît beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain, chez Ferrari, on doit placer un jeune pilote, effectivement, il y a des jeunes pilotes aujourd'hui en Formule 2 extrêmement talentueux. Berman, il est prochain. Donc, je sais pas. As, pourquoi pas? Pour moi, ça semble pas naturel en tout cas. Pas tout de suite. Pour répondre à ta question, du coup, je pense que tout sera très politique. Je pense que la position où ils sont par rapport à l'écurie constructrice de laquelle ils dépendent fera 80% du taf parce que le talent, ils l'ont. Et comme beaucoup. Sauber n'a pas... Oui, mais attends. Entre le talent et prouvé comme les 3 ont prouvé, c'est pas pareil. Hein. Alors, si tu veux aller sur ce terrain, Martins et Hadjar, c'est 4 courses en Formule 2. Donc en 4 courses, t'as rien prouvé. Ouais, mais ils sont prouvés en F3 tous les deux. Et là, pour le moment, Hadjar... Mais la F3, c'est sur pas les la 4 F2, courses qu'il a fait en F2, F1. sur les 4 courses qu'il a fait, enfin 4, déjà c'est 8. C'est comme pas pareil. 8 courses, 4 week-ends. C'est une ouverture, pas un débat. Hein, je vous Oui, le dis, oui. parce que- Non, mais parce qu'on est parti sur quelque chose. Ok. Je vire l'argumentaire pour contrer Monsieur Le H. Et j'en viens au fait. La hache d'ailleurs dans ce. Aiguisé. Non, mais pour moi, politiquement, Isaac a le plus de chances d'y aller tout de suite, à mon sens. Parce que AlphaTauri est trop ouvert pour moi.
et qu'il a moyen de montrer plein de choses avec la high-tech, et il le fait déjà. Théo, c'est celui qui a le plus de pieds dedans. Donc, si quelque chose se libère, je pense qu'il est dans les favoris pour reprendre, même pas forcément chez Sauber. Si on veut installer un rookie quelque part talentueux, je pense qu'il est dans les favoris, même si il n'y a pas forcément de budget qui accompagne. Et Victor, effectivement, pour moi, c'est plus complexe parce que il débute et qui dépend d'une firme qui ne fait pas forcément confiance à un débutant comme Red Bull peut le faire, qu'ils viennent d'installer un nouveau line-up dont ils sont fiers, Alpine, ils en parlent partout, qu'ils ont pu placer Joe chez Alfa Romeo, mais Piastri, il a rongé son frein et au final, ils l'ont perdu parce qu'il a rongé son frein. Donc la politique des troisième pilotes là, pour le moment, chez Alpine, elle est relativement floue. C'est Douane, mais au final, Martins, il est en train d'arriver. Enfin, je pense que c'est assez bloqué pour le moment dans le contexte actuel. Qu'on voit les trois un jour en F1, j'en suis persuadé, pas certain, mais persuadé, mais à des timings totalement différents, je pense. Je pense que Isaac peut y arriver tout de suite, Théo peut y arriver tout de suite si le contexte politique aide, et Victor, je le vois bien déjà peut-être commencer par faire 2 saisons de F2, peut-être pour s'installer dans ce haut de tableau, et peut-être un jour faire une De Vries, arriver plus tard, ou avec un jeu de chaise musicale, rentrer par un coup de pouce des places qui vont rester pour lui en F1. En tout cas, les gars, pour conclure tout ça, moi je crois qu'il faut quand même féliciter le travail de la fédération parce que, on l'a dit, pour boucler la boucle de ce débat, on a commencé en début d'émission à se poser la question de savoir si notre président et le gouvernement voulaient vraiment d'un Grand Prix de France parce que c'est Dominique Ali qui l'a posé notamment dans l'équipe. Il faut dire qu'on a une fédération qui bosse super bien. Moi, je suis d'une génération qui, après le départ d'Alesi et Panis, a subi des années sans possibilité de pilote français en Formule 1. Là, aujourd'hui, on a quand même 4 mousquetaires en F2 qui sont quand même très aiguisés, plutôt très très fort, et ça vient aussi également d'une filière dictée par l'égalité des chances. On sait qu'Helmut Marko aussi, on vous a présenté Christophe Laulier, le DTN. Helmut Marko échange énormément avec Christophe Laulier. Il y a certains pilotes du giron Red Bull qui sont formés aussi également en France, notamment du côté de la F4. Donc bravo à cette fédé pour le boulot qui a été fait. Merci de nous avoir invités. C'est pas parce qu'ils nous ont invités qu'on le dit. On a pu voir aussi les méthodes et le plan de la fédé. C'est extraordinaire. On va être simple, il y a même des étrangers, ils voient ça. Complètement. À la Fédé. Formé FF Voilà. ça. Et pas Clément. Fusion aujourd'hui F4 allemande et F4 France. Et des françaises aussi. Ça fait des françaises. Voilà, exactement. le savoir-faire français, j'ai pas envie de faire le discours à la Montebourg, mais le savoir-faire français aujourd'hui dans le sport automobile, il est reconnu, pas qu'en France, mais partout dans le monde. En formation. Et n'oublions pas que certains gros industriels, et ça c'est Jean Lézy qui nous le dira un peu dans quelques semaines dans cette émission, n'oublions pas que certains industriels français, liés notamment à l'automobile, se désengagent du sport automobile. C'est-à-dire qu'ils se sont même désengagés depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils doivent faire aussi également avec des moyens que certains bénéficient et eux ne bénéficient pas. Donc comme quoi le jus de cerveau vaut beaucoup plus cher que le carnet de chèques parfois. Pardon. On a Total en France par exemple. Et ça, pour ne pas les citer, ça n'est pas arrivé ça n'aille plus en Formule 1 alors que tous les gros pétroliers ou lubrifiants toujours engagés. accompagnent des pilotes comme Maldonado, comme ils accompagnaient Massa, comme ils accompagnaient. Enfin, voilà. Nous aujourd'hui, il y a la crainte un petit peu de l'image que ça va donner de faire ça. C'est dommage parce que pour le coup, le réservoir de pilotes est vraiment très bon. Un tout petit mot sur Novalak. On n'en parle pas sur le côté accessite à la F1 car pour le moment, Bastien confirmera ce que je dis, mais enfin peut-être pas d'ailleurs. Mais il n'est pas membre d'une académie constructrice, donc pas forcément de piste directe pour 2024. Et pour le moment, effectivement, il n'a pas non plus la voiture qui peut lui permettre aussi de se montrer. Donc c'est vrai que sur les 4 Français, 3 ont une chance réelle et court-termiste d'arriver en F1. Clément, pour le moment, c'est plus barré. Et puis Novalak, il a un exemple à suivre, c'est celui de Felipe Drugovich. Complètement. C'est gagner le championnat puisque tu n'as pas. Et ensuite, tu vas intégrer en tant que comme Drugovich, champion F2, pilote réserve Aston Martin. Mais il faut la performance. On aurait été clair, concis, non. On aurait été long, on aurait été complet, je l'espère en tout cas, sur ce grand sujet F2. Une saison passionnante qui vous attend en 2023. Bastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Longue vie Actu F2. On continue à te suivre et bien sûr à te donner de la force, les gars. Merci beaucoup aussi également pour tous vos éclairages. Le grand doc des pistonnés, ça sera sur Winamax TV, consacré donc à nos 3 mousquetaires et à l'énorme
l'énorme travail, l'immense travail fait par la FFSA, l'âge d'or du sport automobile français. On va peut-être y venir, on souhaite, on croise les doigts. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas bien sûr à répondre à tout ça en commentaire, nous donner vos avis, poser vos questions, on sera là pour y répondre. Podcast. Et le podcast, bien évidemment. Oui. C'est vrai que j'avais oublié. C'est pas encore une habitude. Ouais, c'est de ça. redevenir. C'est exactement ça. Salut les amis, prenez soin de vous. Rendez-vous à Imola. Ce sera dans 15 jours désormais. Salut.